Ok, ok. Ton collègue, Sarah. Il arrive dans 2 minutes. Alors, nous allons commencer la partie symposium, puisque ce matin, nous avions une conférence de presse. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui sont allés à Fukushima ou qui ont vécu là-bas. Alors, je sais qu'il y a quelques personnes japonaises qui y habitent, mais est-ce qu'il y en a d'autres ici qui sont allés déjà à Fukushima? Oui. Vous en êtes pas connus? Non, j'ai ma fille japonaise de 30 ans qui habite la ville d'Iwaki. La partie d'Iwaki qui a été rasée par les tsunamis. Elle a survécu au tsunami, mais malheureusement il y a beaucoup de contamination de la nourriture sur place, c'est ça le danger. Bien, alors peut-être qu'on peut en profiter parce que notre intervenant n'est pas là. Oui, alors vous pouvez parler très très. Oui, voilà. Come, please. Donc, cette partie du symposium sera consacrée à une présentation plus exhaustive que ce qui a été fait peut-être ce matin. On abordera peut-être des choses plus concrètes, enfin, bien que tout ce qui a été vu ce matin concernait la vie des populations, donc c'était parfaitement concret. Donc, konnichiwa à vous tous. Alors, est-ce qu'il y a des personnes aussi qui ne parlent pas du tout français ou qui sont exclusivement japonaises? On est en train de traduire, ça va. Ça va, bon, très bien. Alors, donc, je pense qu'il est bon de rappeler que cette manifestation a lieu à l'initiative de Madame Fuku, qui est la présidente de l'association Espoir du Soleil, qui organise tous les ans un symposium et des manifestations culturelles autour de Fukushima, autour de la catastrophe de Fukushima du 11 mars 2011 au Japon. L'objectif étant de soutenir les sinistrés au travers de manifestations et d'échanges culturels et de faire connaître les difficultés rencontrées par la population. Donc la semaine dernière se tenait à Clamart effectivement un après-midi qui était consacré. Allô? Un après-midi qui était consacré justement à la catastrophe avec des chants, des danses aussi bien japonais qu'occidentaux. Et donc aujourd'hui, cette manifestation clôt ces processus. Donc nous allons avoir deux intervenants principaux qui ont été présentés ce matin, mais on va refaire. Donc à ma droite, Bruno Charrière, que certains d'entre vous connaissent certainement. Bruno est ingénieur en physique nucléaire.
et titulaire d'un DEA de physique de particules. Il dirige le laboratoire de la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, autrement dit la CRIRAD, qui est dans le sud de la France et il s'en occupe depuis 1993. Alors, depuis la catastrophe de Fukushima, la CRIRAD s'est beaucoup investie pour la création de structures citoyennes indépendantes au Japon et a contribué au Citizen Radiation Monitoring Station, le CRMS, aux côtés de M. Wataru Iwata, qui est à sa droite. Bruno Charéron a effectué 2 missions au Japon en mai-juin 2011 et en juin 2012. À sa droite, donc, M. Wataru Iwata, qui à l'origine est un compositeur, c'est un artiste, avant de devenir le directeur du CSRP, qui est le Citizen Scientist International Symposium on Radiation Protection. Il a commencé sa carrière musicale en 1979 et il travaille actuellement dans le domaine de la musique numérique et analogique, ainsi que la musique assistée par ordinateur. Après le séisme du 11 mars 2011, suivi d'un tsunami provoquant l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi de TEPCO, il a commencé dès avril 1991 à effectuer des mesures de la contamination radioactive atmosphérique et dans le département de Fukushima sous la direction de la CRIRAD. Donc, ensuite, la CRIRAD avait d'ailleurs envoyé des appareils de mesure leur permettant de faciliter leur approche du sujet. En octobre 2011, il a été l'organisateur du premier symposium du CSRP en partenariat avec de nombreuses associations et depuis 2012, il préside le comité exécutif de ce symposium dont il est le directeur. Voilà. Donc, on va peut-être commencer par refaire un petit état des lieux. Donc, Bruno, si tu veux démarrer. Merci. Donc, la séance de conférencier est partagée en 2 parties. La première partie, donc nous sommes 2, moi-même et Wataru Iwata. On a à peu près 20 minutes chacun. Avec les traductions pour Wataru Iwata, ça va donc faire une petite heure, on fait une pause. Et ensuite, il y a 2 autres conférenciers qui vont intervenir. Et puis, le débat. Donc, ce qui a été convenu, c'est qu'il n'y a pas de questions pendant les 4 exposés. On garde toutes les questions pour le débat à la fin. Donc, d'abord, CRIRAD, donc ça a été rappelé, ça veut dire Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'est une association loi 1901 à but non lucratif qui a été créée en 1986 suite à la catastrophe de Tchernobyl. Parce que en 1986, l'État français nous a menti sur l'intensité des retombées de Tchernobyl en France. Un communiqué du 6 mai 1986 signé par le ministère de l'Agriculture disait, en raison de son éloignement, le territoire français a été totalement épargné par les retombées consécutives à la catastrophe de Tchernobyl, pardon. Ce qui était évidemment un mensonge. Comme vous le voyez sur cette carte, la CRIRAD, donc une de ses premières missions, ça a été de monter un laboratoire de mesure de la radioactivité indépendant. Une des premières missions de ce laboratoire, ça a été d'établir la vérité sur l'intensité de la contamination du territoire français. Ça, c'est une campagne qui a été faite avec des carottages de sol, des années. On a des coupures de micro intempestives, donc j'essaierai de compenser en parlant plus fort. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à résoudre ce matin. Il y a un autre micro, peut-être que c'est mieux. On peut essayer l'autre. Ouais. Merci. Allô, allô. Donc ce micro, est-ce que ce micro fonctionne? Oui. Ok, merci. Donc sur cette carte, vous avez... c'est une campagne de prélèvement qui a eu lieu plusieurs années après les retombées de Tchernobyl. Mais parmi les éléments radioactifs qui étaient présents dans le nuage de Tchernobyl, il y avait l'iode 131, comme à Fukushima, qui a une période de 8 jours, et dont la radioactivité est divisée par 2 tous les 8 jours.
ça veut dire qu'il va rester dans l'environnement plusieurs semaines. Et puis il y avait des césiums, dont le césium 137 qui a une période de 30 ans. Ça veut dire qu'il faut 30 ans pour que sa radioactivité soit divisée par 2 et 300 ans pour qu'elle soit divisée par 1000. Donc même en faisant des carottages plusieurs années après les retombées de Tchernobyl, on a pu établir l'intensité des dépôts. Et vous voyez que le territoire français n'a pas été épargné, puisque tous les points rouges, de la Corse jusqu'à l'Alsace, sont des sols qui ont été très contaminés, plus de 30 000 becquerels par mètre carré. Et si on pense qu'à l'époque, il y en avait beaucoup plus et qu'il y avait également cette iode 131, on peut établir qu'à l'époque, en mai-juin 86, certains groupes de population en France, en particulier les jeunes enfants, ont reçu des doses à la thyroïde à cause de l'iode 131 qui dépassaient les normes admissibles et pourtant l'État français n'a absolument rien fait. Donc ce combat pour être vigilant par rapport aux mensonges de l'État ou des industriels, c'est un combat qu'on connaît bien, qui est vraiment important à mener. Au moment de la catastrophe de Fukushima, en mars 2011, la CRIRAD a donc été sollicitée, je dirais, sur deux choses. Un, examiner les retombées de Fukushima en France, et deux, tenter de venir en aide aux citoyens japonais, en tout cas essayer de limiter la désinformation dont ils étaient l'objet. Alors en ce qui concerne les retombées en France, sur ce graphique, vous avez la quantité d'iode 131 de Fukushima, mesurée à Valence en région Rhône-Alpes avec notre réseau de balises de contrôle indépendant. Et vous voyez que cette iode commence à être détectée à partir du 28 mars et on le détecte encore jusqu'au 18 avril. Il y a donc bien eu une contamination en France due au rejet radioactif de la centrale de Fukushima. Mais ce qui nous a le plus mobilisés, c'est essayer d'agir, comme je vous le disais, par rapport à ce qui se passait au Japon. Toute l'équipe de la CRIRAD, connaissant ce qui s'était passé au moment de Tchernobyl, ayant une certaine expérience de ce qu'est la radioactivité, on a vraiment été complètement choqués, éberlués, bouleversés, en colère de voir la manière dont les autorités japonaises désinformaient la population et la manière dont les citoyens japonais ont été traités et vraiment très mal protégés. Donc ça, c'est le premier point que je voudrais rapidement développer. Ce graphique vous montre, il était disponible sur des sites japonais, vous montre le taux de radiation dans l'air à 100 km au nord de la centrale de Fukushima Daiichi, à côté de la centrale d'Onagawa. Et vous voyez que le 13 mars, le tsunami c'était le 11 mars, vous voyez que le 13 mars, à 100 km au nord de la centrale de Fukushima Daiichi, le taux de radioactivité est monté d'un facteur 400 et est resté très élevé pendant des semaines, et il est toujours d'ailleurs aujourd'hui encore très élevé, puisque la contamination du sol est toujours là. Ce graphique vous montre qu'il était évident très très rapidement qu'on était face à une catastrophe qui envoyait dans l'atmosphère des rejets radioactifs à une très grande distance. Malgré cela, les autorités japonaises n'ont évacué que sur un cercle de 20 km. C'est le premier cercle qui est sur cette diapositive. La croix rouge, c'est la centrale de Fukushima Daiichi. Alors, cette carte vous montre l'intensité de la radioactivité après les dépôts au sol en avril. Et cette carte a été établie, bien entendu, plusieurs semaines après la catastrophe. Mais ce qui était certain pendant la catastrophe, c'est qu'il fallait évacuer les gens en fonction de la direction des vents, en fonction des retombées qui allaient intervenir, qui sont d'autant plus importantes qu'il pleut ou qu'il neige, et qu'il ne fallait pas évacuer sur la base simplement d'un cercle théorique. Donc ça, c'est la première chose très grave qui s'est passée, c'est les très mauvaises conditions d'évacuation, une très mauvaise logique d'évacuation. Vous voyez le symbole W qui est écrit en rouge, légèrement en haut à gauche, W, c'est la ville de Fukushima, une ville de plus de 300 000 habitants qui est à 60 km à peu près de la centrale de Fukushima et qui, bien qu'elle apparaisse avec le code couleur bleu, a été, vous le verrez tout à l'heure, également gravement contaminée. Deuxième problème, les populations japonaises n'ont pas eu de distribution de pastilles d'iode stable.
En cas de catastrophe nucléaire, un des éléments particulièrement dangereux, vous le savez, c'est le iode 131 parce qu'il se fixe sur la thyroïde et peut délivrer à la thyroïde des doses très importantes. Et une façon de limiter l'exposition des citoyens, c'est de leur distribuer des pastilles d'iode stable pour saturer la thyroïde en iode stable et éviter qu'elle se gorge d'iode radioactif. Ça n'a pas été fait. Et pire, j'ai rencontré en mai-juin 2011, lorsque j'étais sur place, un maire qui nous a dit qu'il voulait distribuer de l'iode dans sa commune, mais il n'a pas pu le faire, au Japon bien entendu, il n'a pas pu le faire parce que cet ordre devait venir de l'échelon supérieur, soit de la préfecture, soit du gouvernement. Troisième problème sur la très mauvaise protection des citoyens japonais, c'est le contrôle de l'alimentation. Tout le monde peut comprendre que s'il y a des substances radioactives dans l'air, elles vont se déposer sur le sol et donc rapidement contaminer les végétaux, les salades, les épinards et l'herbe. Pourtant, il a fallu attendre une semaine pour que les premiers contrôles sur l'alimentation soient publiés par les autorités japonaises. Pour nous, il aurait fallu dès le début dire aux gens ne consommez pas les produits dont on sait qu'ils sont à risque en pareil cas, le lait frais, les salades, tout ce qui pousse en extérieur. Les premiers chiffres qui nous sont parvenus, c'est ceux du 18 mars 2011 à Itate, qui est une cité qui est à environ 40 km au nord-ouest de la centrale, bien au-delà des 20 km d'évacuation, et qui a reçu des retombées, vous voyez, contamination des herbes, 2,5 millions de becquerels par kilo pour l'iode 131, 2 millions à peu près de becquerels par kilo pour le césium 137. Ça correspond si un jeune enfant mange quelques grammes de produits qui sont contaminés comme ça, parce que s'il y a cela dans l'herbe, on peut imaginer que c'est la même chose sur les denrées comestibles, ça correspond en quelques grammes à recevoir une dose par ingestion qui dépasse la limite sanitaire habituelle, annuelle, qui est de 1 millisievert. Autrement dit, on a laissé les gens pendant plusieurs jours consommer des végétaux extrêmement contaminés. Et ce qui nous a beaucoup choqué en tant que Français, c'est le rôle qu'a joué l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire français, qui dépend de l'État, et qui est l'organisme de référence censé nous informer et nous protéger en cas de catastrophe nucléaire. Ces experts ont fait des simulations des doses qu'allaient subir les citoyens japonais. Voilà un exemple de cartographie qu'ils ont établie. Alors qu'on ne connaissait pas exactement les rejets, puisque leur simulation qui a été publiée le 18 mars était censée reconstituer la dose ou prévoir la dose jusqu'au 20 mars. Leur conclusion, qui a été publiée dans le journal Le Monde le 18 mars, vous avez la citation en bas à droite, la conclusion d'un des responsables de l'IRSN a été « Notre simulation nous conduit à considérer que le périmètre mis en place par les Japonais est suffisant. » Alors que pour nous, il était évident, mais très très rapidement, que la façon dont les citoyens étaient informés et protégés au Japon était absolument inacceptable. Donc ça nous inquiète beaucoup en tant que Français, parce que ça veut dire qu'en cas de catastrophe nucléaire, chez nous en France, on ne sait pas comment les autorités vont nous informer et nous protéger. La désinformation, la minimisation a continué et continue bien entendu aujourd'hui. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a produit en mai 2012 un rapport censé déterminer les doses qu'avaient subies les citoyens japonais. Ce rapport est totalement scandaleux. Je ne vais pas détailler les mesures sur lesquelles je m'appuie pour le dire, mais juste un exemple rapide. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans les premiers jours, il y avait beaucoup d'iode 131 dans l'air, dans les végétaux, et les gens ont donc été exposés à des doses très importantes, en particulier à la thyroïde, par ingestion et inhalation de cette iode. L'OMS estime les doses à la thyroïde pour un enfant de 1 an, dans la ville de Namié, entre 100 et 200 millisieverts. On peut calculer qu'en ingérant 200 grammes de végétaux dont je vous décrivais la contamination tout à l'heure, un jeune enfant peut recevoir à la thyroïde une dose de 1,8 sievert, c'est-à-dire 1800 millisieverts, rien qu'en mangeant quelques dizaines de grammes de ces végétaux pendant la première semaine, ce qui est tout à fait réaliste. Ça veut dire que, sans avoir réalisé, nous, une expertise complète, sur la base juste de quelques mesures, on voit tout de suite que ces évaluations de l'OMS ont tendance à vraiment gravement minimiser les doses qu'ont subies les citoyens. Et je pense que Wataru Iwata y reviendra tout à l'heure dans sa présentation. Donc face à cette situation,
D'abord, nous ne pouvions pas envoyer une équipe de la CRIRAD au Japon, parce qu'on ne peut pas envoyer des salariés se faire exposer dans des conditions pareilles. Donc on a attendu que la radioactivité diminue pour en envoyer une équipe. Et ce qu'on a fait en attendant, c'est essayer de soutenir les initiatives de citoyens japonais. Et une de ces actions les plus utiles, je pense, a été de répondre à la sollicitation de M. Wataru Iwata, qui est donc un artiste, et qui nous a appelés assez rapidement, je dirais tout début du mois d'avril, probablement 2011, en nous expliquant qu'il souhaitait mettre en place des contrôles indépendants dans les 47 départements japonais, d'où le nom du premier projet, Projet 47, qui est devenu au cours des mois le projet CRMS, Citizens Radiation Monitoring Station, c'est-à-dire mettre en place des stations de mesure, des laboratoires de contrôle indépendants au Japon. Et la CRIRAD a répondu positivement. On a envoyé à Wataru Iwata une dizaine de matériels de mesure, dont des matériels de notre propre laboratoire. Et on a tourné en urgence des vidéos en anglais pour expliquer comment on utilise ces appareils, comment se protéger, qu'est-ce que c'est cette radioactivité. Et Wataru Iwata a commencé assez rapidement des contrôles, vous le voyez ici, dans la ville de Fukushima City, donc, des contrôles citoyens, c'est-à-dire ces contrôles sont faits avec les parents d'élèves, avec les habitants, pour leur montrer les résultats, pour les sensibiliser, pour qu'ils s'approprient cette notion de contamination, puisque la radioactivité, ça ne se voit pas. Ensuite, on a pu se rendre nous-mêmes, une équipe de la CRIRAD en mai-juin 2011 sur place, pour faire des prélèvements, des mesures avec Wataru Iwata, des formations, des sensibilisations de la population, conférences de presse à Fukushima, à Tokyo. Vous voyez ici les prélèvements de sol. Ici, un atelier qu'on a monté ensemble de contrôle des aliments. Mon collègue à droite a un petit appareil pour contrôler la radioactivité des aliments. Là, on a fait ça dans la ville de Fukushima en mai 2011. Ici, des contrôles en mai 2011 également dans une école de la ville de Fukushima avec des taux de radiation au moins 10, 20 fois, 30 fois supérieurs à la normale, alors que nous étions fin mai 2011, et une cour d'école, vous voyez les balançoires à droite, dans laquelle le sol prélevé au pied de ces balançoires était vraiment très contaminé, 380 000 becquerels par kilo en césium. Ce sol est vraiment un déchet vraiment radioactif, et pourtant, il y avait toujours, vous le voyez sur la photo de gauche en arrière-plan, des enfants dans cette école. Je dois dire que pour nous, ça a été un vrai cauchemar de voir cette... pardon. de voir qu'autant de gens, puisqu'on a commencé à détecter cette radiation à l'atterrissage à Narita, au nord de Tokyo, de voir que plus on s'approchait, plus c'était radioactif, y compris dans la voiture, radioactif en permanence, à l'extérieur des bâtiments, à l'intérieur, et voir que tous ces gens étaient exposés comme ça, sans aucune protection en permanence, honnêtement, c'est insupportable, et pourtant, c'est la réalité. Ce que je voudrais vous faire comprendre au niveau pédagogique, c'est que à partir du moment où ces particules radioactives, par exemple le césium, s'est déposé au sol, tant qu'il va y rester, il va y rester très longtemps. Vous vous souvenez, le césium 137, sa période c'est 30 ans. Il faudra attendre 30 ans pour que la radioactivité du césium 137 soit divisée par 2. Ce césium, en se désintégrant, émet des rayonnements qu'on appelle gamma, qui sont invisibles, mais qui sont extrêmement puissants, qui peuvent parcourir des dizaines et même des centaines de mètres. Ils sont tellement puissants qu'ils peuvent traverser les vitres, traverser les murs, et donc ils vont pénétrer dans l'organisme des gens. C'est ce qu'on appelle l'exposition externe ou irradiation externe. Dans le petit bout de vidéo que je vais vous montrer, qui a été tourné dans des conditions pas du tout professionnelles, hein, pas de caméra, c'est juste un petit appareil photo, on est en train de discuter avec Wataru Iwata et d'autres personnes dans un bureau de la ville de Fukushima, dans le quartier Watari, en mai 2011, c'est-à-dire plusieurs semaines après les retombées. J'utilise un scintillomètre gamma qui mesure le taux de radiation gamma en coups par seconde. Le niveau normal, ça dépend des lieux, mais c'est une centaine de coups par seconde. Chaque fois que l'appareil montre un coup par seconde, c'est qu'il y a un rayon gamma qui est détecté par cet appareil. Donc lorsque nous sommes dans ce bureau et qu'on pose l'appareil au contact du sol, on mesure déjà un taux de radiation qui n'est pas normal,
puisque de mémoire il est de l'ordre de 600 coups par seconde. Vous voyez ici 600 coups par seconde, 700 coups par seconde. C'est déjà, disons, 6-7 fois le niveau normal. Si on élève l'appareil au-dessus du sol, vous allez voir que la radioactivité va augmenter un peu. On est passé à 1000 coups par seconde. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit plus facilement les rayons gamma qui viennent du sol contaminé qui est à l'extérieur du bâtiment. Évidemment, si on s'approche de la fenêtre, ce taux de radiation va augmenter puisqu'on va s'approcher de la source de contamination, source d'irradiation. Vous voyez au bord de la fenêtre, on doit avoir 1400 coups par seconde, quelque chose comme ça. Voilà. Et maintenant, si on sort, qu'on ouvre la fenêtre et qu'on va à l'extérieur, ça va évidemment augmenter. Vous voyez, 2000 coups par seconde. Et si vous allez un tout petit peu plus loin, vous faites 3 pas et que vous le posez par terre, vous allez avoir, mettons, 8000 coups par seconde, puisque plus vous vous approchez de la source d'irradiation, plus la radiation que vous recevez augmente. Maintenant, une petite expérience rapide pour vous montrer pourquoi c'est dangereux pour le corps humain. Je vais m'interposer entre l'extérieur et l'intérieur. L'appareil, au bord de la fenêtre, mesure 1300-1400 coups par seconde. Il est face à l'extérieur. Je vais interposer mon organisme entre l'appareil et l'extérieur. Le niveau va baisser puisque une partie des rayons gamma vont être absorbés par mon corps. Ça veut dire qu'ils déposent leur énergie dans mon organisme. C'est ça l'irradiation externe. Vous voyez, maintenant on est passé à 1000-1100 coups par seconde au lieu de 1300-1400. C'est ça l'irradiation. Ces rayons gamma vont créer des lésions dans l'organisme, être capables de modifier l'ADN. Et c'est ça le problème des très faibles doses. C'est-à-dire qu'un seul de ces rayons gamma peut être celui qui est à l'origine d'un processus qui aboutira peut-être dans des décennies ou des années ou des décennies à un cancer. C'est un phénomène statistique. Plus vous recevez de ces rayons, plus la probabilité que peut-être vous ayez un cancer va augmenter. Ça, c'est très important de bien l'avoir à l'esprit. Autre chose que nous avons pu constater lors de ces mesures de mai-juin 2011, c'est que les gens sont irradiés même à l'intérieur des bâtiments, vous l'avez vu. Ici, nous faisons des mesures à Itate Nagadoro, à 31 km de la centrale de Fukushima. Le niveau naturel de radiation exprimé en dose en microsieverts par heure, c'est moins de 0,1. À l'extérieur, nous avons 13, c'est-à-dire 130 fois plus au moins que le niveau normal. Dans le salon près de la fenêtre, 5,5, c'est 55 fois plus que la normale. Et si on s'éloigne un tout petit peu de la fenêtre, au centre de la pièce, on a encore quand même 2,5, c'est-à-dire plus de 25 fois la normale. Ça veut dire que ce fermier est vraiment exposé aux radiations de manière importante et continue depuis le début, et que fin mai, il l'est toujours, et personne ne lui a demandé d'évacuer. Donc on l'a vraiment invité à évacuer cette zone. Il a dit qu'il était prêt à le faire, mais qu'il attendait de vendre d'abord son troupeau. Autre point important, mais je pense que Iwata y reviendra tout à l'heure, donc je vais très vite, c'est bien comprendre que ce n'est pas que la préfecture de Fukushima qui a été exposée, qui a été irradiée, contaminée, c'est d'autres préfectures et c'est allé jusqu'à Tokyo et même au-delà, mais je pense que Wataru y reviendra tout à l'heure. Donc on a été face à une contamination massive, très étendue, et vraiment un niveau de désinformation, une absence de protection des citoyens qui est intolérable. Donc face à ça, Wataru Iwata a créé 2 structures avec d'autres citoyens. La première, on l'a dit tout à l'heure, c'est CRMS. Il en a été directeur de 2011 à 2014. Et en même temps, également en 2011, une autre initiative qui s'appelle CSRP, Citizen Scientist International Symposium on Radiation Protection. L'objectif est d'organiser chaque année un symposium permettant à des scientifiques indépendants du lobby nucléaire et des citoyens d'échanger et d'approfondir les connaissances sur la radioactivité, parce qu'il ne suffit pas de faire des mesures en becquerel, en coups par seconde, en microsieverts. Il faut être capable d'expliquer aux gens quelle est la dangerosité de ces résultats. Wataru Iwata est aujourd'hui directeur de cette nouvelle structure, le CSRP. Vous avez ici des images de Wataru donc, qui fait des mesures avec les habitants de Fukushima en juin 2012. Et à fin 2011, ils avaient créé 10 laboratoires indépendants, 9 en préfecture de Fukushima,
un à Tokyo, laboratoires qui se sont attachés à faire des mesures de taux de radiation dans l'air, contrôle de la nourriture, contrôle en bas à droite de la contamination des gens grâce à un fauteuil spécial qui s'appelle un anthropogammamètre, et en bas à gauche, donc la création du CSRP. Ça, c'est une jeune fille qui subit une anthropogammamétrie pour déterminer l'accumulation de césium dans son organisme. Dernier point, j'ai parlé du passé, 2011. Il faut bien comprendre qu'au moment où on parle, des centaines de milliers de personnes sont toujours en train, là, en ce moment, de vivre sur des territoires qui sont contaminés, et pas seulement dans la préfecture de Fukushima. Si on calcule la dose due au césium 137 et 134, compte tenu de leur durée de vie, on peut dire qu'aujourd'hui, la dose totale n'a été divisée que par 2 du fait de leur décroissance progressive. Ce n'est que par 2. En juin 2012, nous sommes retournés sur place. Nous avons fait des mesures dans la ville de Fukushima, donc qui est ici, à une soixantaine de kilomètres de la centrale. Un petit bout de vidéo rapidement. Nous sommes en juin 2012, donc plus d'un an après la catastrophe, toujours avec ce scintillomètre qui mesure la quantité de rayons gamma émis par le sol en coups par seconde, alors que le niveau normal serait inférieur à 100. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ici 1400-1500 coups par seconde sur le trottoir. On va s'approcher un petit peu. Vous voyez, les gens circulent naturellement, il n'y a rien, il n'y a pas de protection. Et là, on est à 1200. C'est évidemment là une zone d'accumulation au pied des gouttières. 1600, 1800, 2000, 2400, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, etc. C'est juste pour vous faire bien ressentir, puisque cette radioactivité ne se voit pas, qu'elle est là, elle est partout. Et elle est pratiquement impossible à enlever de manière efficace. Nous avons fait, Kotari-Wata, des mesures également en juin 2012 dans le district de Date, le hameau de Oguni. C'est la lettre O qui est ici, vous voyez, donc c'est à côté de la ville de Fukushima. Oguni est une zone qui n'avait pas été évacuée, qui est pourtant gravement contaminée. Nous avons fait des mesures chez ses habitants. Leur maison a été décontaminée pendant 3 mois. Pendant 3 mois, la dame nous a expliqué qu'une équipe de 4 ouvriers, techniciens, se sont attachés à nettoyer le moindre caillou, à changer certains arbustes, à lui mettre une pelouse artificielle. Ils ont également enlevé la terre autour de la maison. Ils ont ébranché. Vous voyez la forêt en face de la maison, elle n'est pas très loin la forêt. Là, ça c'est la route et ça c'est la colline avec cette forêt. Ils ont éliminé la terre du verger. Ils ont ébranché, vous le voyez ici, enlevé les feuilles et les premières branches des arbres. Ils n'ont pas enlevé tout, n'est-ce pas? Ça veut dire que le césium, qui émet ces rayons gamma tellement puissants, des centaines de mètres qu'ils peuvent parcourir, tout ça, ça irradie encore les gens qui sont dans la maison. Autre chose choquante, le jardin n'a pas été décontaminé. Ça veut dire que ces gens continuent à manger, à être irradiés quand ils sont dans leur jardin et à manger des denrées contaminées. Et à l'intérieur de la maison, le taux de radiation était encore tout à fait anormal, c'est-à-dire que ces gens, qui y vivent toujours, malgré les efforts de décontamination, sont toujours irradiés à des doses qui dépassent les limites sanitaires acceptables. C'est pour vous faire un peu sentir l'ampleur de la problématique et la durée du problème de contamination. Pour conclure, je voudrais simplement dire que tout ce que nous avons pu faire à la CRIRAD depuis le début a été vraiment soutenu par le Conseil régional Rhône-Alpes à travers des subventions et aussi bien sûr grâce aux adhérents de la CRIRAD. Nous sommes une association, nous avons besoin de votre soutien, CSRP aussi. On n'arrivera à rien si on n'est pas nombreux et avec un minimum de moyens pour faire des études indépendantes. Je vous remercie et je vais passer la parole à Wataru Iwata.